L'information, les news et les actualités, nous entendons parler à longueur de journée. Journaux, radio, télévision, réseaux sociaux, tant de moyens mis à notre disposition pour savoir toujours plus et toujours plus vite. Ce soir, nous allons nous interroger sur comment traiter ces informations, mais aussi sur la mission des journalistes à travers un entretien inédit avec le directeur de la première chaîne d'information française. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle émission du JDL, au cœur de l'information, les coulisses du journalisme. Nous allons maintenant diffuser une interview préenregistrée du directeur de BFM TV. Nous avons aujourd'hui la chance de recevoir sur notre antenne un journaliste, animateur et producteur de radio et télévision, mais également le directeur de la première chaîne d'information française. Il nous a accueillis dans ses locaux pour nous parler de sa carrière, mais aussi pour éclairer notre vision de ce qu'est et de ce que deviendra peut-être le journalisme. Monsieur Marc-Olivier Fogiel, bonsoir. Monsieur, carrément, comme vous y allez, bonsoir. Merci d'être venu ici à BFM, au cœur de la rédaction. Merci à vous d'accepter cette interview, on est très honoré de vous avoir. Je suis très content de le faire avec vous. Vous êtes depuis 2019 le directeur général de BFM TV. Est-ce que vous pourriez, pour commencer, nous expliquer un peu le rôle du directeur d'une chaîne d'info ? En gros, je suis à la tête de cette chaîne. Mon rôle consiste d'abord à organiser la grille, prévoir ce qu'est la grille, en définir la ligne éditoriale, et puis donner les moyens aux journalistes de travailler, et en même temps, avec cette casquette de directeur général, faire que cette chaîne soit rentable, et donc gérer des budgets, gérer des moyens techniques, gérer en gros tout ce qui permet aux journalistes sur le terrain de travailler, aux téléspectateurs de regarder cette chaîne, et à une rédaction de faire son travail. Comment est-ce que vous définiriez le journalisme ? Le journalisme, c'est une façon d'éclairer le monde, c'est de pouvoir raconter l'histoire au moment où elle se déroule, en la décryptant. Mais avant tout, pour moi, un bon journalisme, c'est un journalisme de fait. Donc, avant de éventuellement le décrypter, avant éventuellement de donner des clés pour le comprendre, d'abord être extrêmement précis, extrêmement rigoureux dans ce qu'on dit et dans ce qu'on raconte. Vous avez parlé de bon journalisme, justement. Quels sont pour vous les commandements du bon journaliste, les règles d'or à suivre quoi qu'il arrive ? La rigueur, le fait de recouper ses sources, de pouvoir penser contre soi-même et de ne pas finalement aller chercher ce qu'on croit être la vérité. Le bon journalisme, c'est une curiosité permanente sur le monde en n'ayant aucune idée reçue et en acceptant de découvrir l'inverse de ce qu'on peut penser. Comment est-ce que vous avez débuté justement dans cette carrière ? Moi, alors vraiment par la petite porte, et je ne sais même pas si c'est encore possible aujourd'hui. En tout cas, je ne donnerais pas ce conseil à des jeunes gens comme vous de suivre mon parcours. J'ai eu beaucoup de chance et beaucoup de détermination, mais c'était à une époque où les choses étaient peut-être plus faisables, pas forcément plus faciles, mais plus faisables. En gros, moi, j'ai rêvé de faire ça depuis que j'étais petit. Je voulais être journaliste. J'ai pas fait d'école de journalisme, ce que je conseille pas du tout de faire aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire une école de journalisme. Donc, je me suis formé en faisant de l'économie, pas suffisamment. Je pense que j'ai rattrapé ça après, mais il m'a manqué de la culture générale quand je suis arrivé dans ce métier. Et c'est important, une bonne culture générale et des connaissances contemporaines, mais aussi historiques, ce qui me manquait au début. Et en gros, j'ai commencé par la petite porte en travaillant la nuit à RTL dans un boulot qui n'existait plus aujourd'hui, qui s'appelait Telexis. C'était découper les dépêches pour les journalistes, leur pré-mâcher un peu le travail, en gros. Mais donc, en même temps que mes études, j'ai travaillé dans une rédaction en faisant des petits boulots de journaliste, mais pas avec des débouchés à l'antenne immédiate. Et puis j'ai grandi là-dedans et j'ai saisi des opportunités et je suis même passé par une voie de divertissement avant de revenir au journalisme. Mais en gros, j'ai pas eu d'œillère. Alors ça, en revanche, c'est quelque chose que je conseille aujourd'hui à cette génération qui a envie de faire ce métier-là, de se former bien plus que je ne l'ai fait, ne pas apprendre sur le tas, même si c'est encore possible, mais je pense pas que ça soit le meilleur conseil à donner. Mais en revanche, ne pas avoir d'œillère et pas avoir un parcours prédéfini, accepter les opportunités, même celles qui vous éloignent un peu du but qui est le vôtre, parce que vous enrichissez de toutes les expériences. Moi, j'ai travaillé dans une émission de divertissement à TF1 en démarrant quasiment au début, pendant 4 ans, qui était une grande émission très grand public aujourd'hui, qui dit plus rien à personne, mais dans un animateur qui à l'époque était très célèbre, qui s'appelait Patrick Sabatier. C'était des paillettes, c'était du divertissement, c'était formidable comme école. J'y ai appris plein de choses que j'ai utilisées après dans mon métier de journaliste, alors que je faisais pas du tout journaliste à ce moment-là, mais ça a nourri notamment ma créativité. Et un bon journaliste, c'est aussi quelqu'un qui est créatif. Donc si on résume, les conseils que vous donneriez à un jeune qui voudrait se lancer dans le journalisme ? D'abord se former, ce que je n'ai pas fait. Une école
Et parce que d'ailleurs aujourd'hui, voilà, pour entrer dans une entreprise, il faut une convention de stage qui n'était pas le cas à l'époque. Donc bon, bref, se former, faire une bonne école, et ensuite ne pas trop s'enfermer dans des carcans, accepter des expériences même précaires et ne pas forcément avoir une ligne droite, pas forcément chercher quelque chose de linéaire. Le chaos, ça a du bien aussi. Sauter sur les occasions qui se présentent. Ouais, et puis de pas se dire ah ouais mais ça c'est pas de mon niveau, ou ça m'éloigne, je sais pas quoi. Par exemple, je suis passionné d'international, qu'est-ce que je vais aller faire dans le sport? Bah si, on apprend plein de choses dans le sport, on apprend notamment la rigueur dans le sport. Donc d'accepter les expériences comme elles arrivent, même si c'est assez loin de ce qu'on imagine être son parcours. Vous avez évoqué votre carrière en tant qu'animateur. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait d'être directeur de chaîne ne vous fait pas un peu regretter le fait de ne plus être sur le terrain, entre guillemets? Aujourd'hui, je suis dans une phase de ma vie professionnelle où je transmets aux autres, donc ça me plaît tout autant. Je dis pas que je le referai pas, mais en tout cas, je me nourris de tout ce que j'ai appris à l'antenne pour, quand je parle à des gens d'antenne, leur donner le fruit de mon expérience. Et quand c'est réussi, j'y trouve une forme d'épanouissement personnel et d'accomplissement. Donc non, je regrette pas du tout. Et il m'arrive même d'avoir la même satisfaction que quand j'étais à l'antenne, quand une interview est bien faite par d'autres, parce que je leur ai transmis des choses. Alors, au cours de vos 38 ans de carrière, comment est-ce que vous avez vu évoluer la consommation de l'information? Ça n'a plus rien à voir. Déjà, à l'époque, il y avait des rendez-vous réguliers qui étaient les journaux de 20h et c'était tout. Entre le journal de 13h et le journal de 20h, il ne se passait rien. Il n'y avait pas d'information en continu, ni à la télévision, ni sur les réseaux sociaux, ni sur vos portables. Il y avait un journal qui sortait l'après-midi qui était Le Monde. On l'attendait pour être informé avec ça. Il n'y avait aucune autre source d'information que ces journaux à heure régulière, et pendant tout le temps entre eux, il n'y avait pas d'autre moyen d'information que éventuellement la radio. Quand il se passait quelque chose de très important, c'était donné à l'antenne. Donc il y avait le rythme de l'information était très différent. Aujourd'hui, à la seconde où il se passe quelque chose, vous êtes informé avant même de regarder la télévision. On a longtemps appelé le journal de 20h la grande messe de 20h. Sens de ça, c'est que les gens se réunissaient comme à la messe pour savoir ce qui se passait dans le monde ou ce qui s'était passé, pas à l'instant T, dans la journée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui regardent encore le journal de 20h, mais pas avec qui n'a pas la même vertu. On n'attend pas le 20h pour savoir ce qui s'est passé. À l'époque, on attendait le 20h pour savoir ce qui s'était passé dans la journée. C'est ça, il y avait un caractère assez sacré, cette Totalement émission. sacré, parce que si vous regardiez le journal pour être informé de ce qui s'est passé dans la journée. Là, vous les déprez. D'ailleurs, les journaux ne sont plus du tout faits de la même façon. Aujourd'hui, il y a toute une part magazine, très bien faite d'ailleurs. J'adore aujourd'hui les journaux de 20h, mais qui ne sont plus faits comme à l'époque. À l'époque, on regardait le journal pour savoir ce qui s'était passé. Aujourd'hui, vous regardez BFM un quart d'heure, vous avez votre dose d'infos, vous avez compris ce qui se passe et vous allez chercher de l'info ailleurs pour autre chose. Et vous n'allez pas à 20h pour savoir ça. Vous le savez déjà, vous allez chercher autre chose. Vous avez évoqué les réseaux sociaux. Ce sont en effet les nouveaux grands acteurs de l'information du XXIe siècle. Tout le monde peut avec eux diffuser des informations, qu'elles soient vraies ou fausses. Est-ce que vous pensez que le journalisme a sa place sur ces plateformes, ou au contraire sont-elles un danger pour le véritable journalisme? Non, bien, moi je trouve qu'au contraire, toutes ces modes de... D'abord, il n'y a pas que de la merde sur les réseaux sociaux pour dire les choses. Il y a aussi des tas de choses à les regarder. Mais aujourd'hui, tout le monde, et notamment grâce aux réseaux sociaux ou à cause des réseaux sociaux, pense être journaliste. Au contraire, mais ça nous renforce dans ce qui doit être nos missions, notre métier, ce qu'on apporte aux gens. C'est qu'il y a des tas de choses qui sont du pseudo-journalisme, et puis le journalisme, c'est des repères. Donc au contraire, ça a renforcé le rôle de journalisme, ces réseaux sociaux, parce que les marques fortes d'information, on en attend beaucoup plus. Alors c'est beaucoup plus de responsabilité même, mais en fait non, ça n'a pas dilué le journalisme, ça l'a plutôt renforcé. Alors, l'une des responsabilités du journaliste, c'est de dissocier le bon grain du mauvais. Bien sûr. Donc les fake news, justement, qui sont omniprésentes aujourd'hui. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? Comment est-ce qu'on arrive à concilier l'information directe et la qualité, la véracité de ces Pour dernières? arriver dans ce bureau, vous avez traversé une partie de la rédaction. Dans cette rédaction, il y a 300 journalistes, avec des cellules dédiées, justement, pour vérifier les choses. Ben voilà, c'est une façon de recouper l'information, de ne pas aller. On dit beaucoup que BFM va trop vite, mais il y a des informations qu'on a depuis le matin, par exemple, et qu'on ne donne que l'après-midi parce qu'on n'a pas suffisamment de sources pour pouvoir affirmer qu'elles sont totalement exactes. Donc, en gros, ça revient à ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est une grosse rigueur, beaucoup de moyens, et des gens spécialisés qui savent de quoi ils parlent et où aller chercher la confirmation de ce qu'ils croient être l'information.
On a parfois l'impression que les actualités s'enchaînent trop vite et ont tendance presque à se superposer. Je pense notamment au conflit ukrainien avec celui israélo-palestinien. Est-ce que vous pensez pertinent et possible de traiter tous ces sujets en même temps, ou est-il nécessaire de faire un choix rédactionnel éclipsant certaines actualités majeures ? Il y a toujours des choix rédactionnels. Un journaliste, ça fait des choix. Et après, ça dépend où on travaille. On ne fait pas les mêmes choix en fonction de où on travaille et quelle est la ligne éditoriale. Mais on fait des choix tous les matins. Si vous veniez ici le matin, on fait une conférence de rédaction à 9h. Il y a 50 sujets sur la table et on en traite 10 au final. Et comment on fait ça ? Comment est-ce qu'on décide ? On hiérarchise l'information. On pense que ça, c'est plus nouveau. Ça dit plus de choses. Ça, on l'a déjà dit. Et c'est ce qui se passe là. C'est une redite de ce qu'on a déjà raconté. Donc, en fait, on débat. Il n'y a pas de science infuse. Il n'y a pas de vérité absolue. On débat. Et puis, au final, il y a un patron qui tranche. Mais il y a une hiérarchie de l'information et qui correspond à une ligne éditoriale. Tout le monde ne fait pas la même hiérarchie de l'information selon qu'on travaille à BFM, au Parisien, à Libération ou à CNews. Et chacun, en fonction de ce qu'est sa ligne éditoriale, hiérarchise l'information. Une autre question, rien à voir. L'intelligence artificielle qui se développe de plus en plus ces dernières années, pourrait-elle être un outil du journaliste de demain ? Bien sûr, c'est déjà un outil aujourd'hui. Oui, vous l'utilisez ? Oui, dans plein de choses. Des choses plus anecdotiques, mais quand même. Nos décors ou des photos qui viennent illustrer des reportages. On précise qu'elles ont été fabriquées. Quand on fait des longs reportages ici, des reportages de 52 minutes. De temps en temps, il nous arrive que la photo qui l'illustre soit une photo faite par une intelligence artificielle. Donc, on l'utilise comme ça. Mais par exemple, il y a un gros boulot ici de documentation. Tout ce qui est tourné est archivé. Quand on a besoin de récupérer des images, on utilise l'intelligence artificielle aujourd'hui pour repérer des choses sur les images. Donc, voilà, je pense que l'intelligence artificielle, ça remplacera jamais le journalisme, mais ça l'aidera. C'est ça, justement, c'était ma seconde question. Est-ce que vous avez peur que ça puisse pas un du jour... tout. Non. Je pense que ça va simplifier notre boulot, en fait, Ouais. Plutôt que dans un autre registre. C'est pas totalement la même chose, mais je vous parlais de mon métier de télexiste il y a des années. Ça consistait, en fait, à l'époque, les agences, Reuters, l'AFP, toutes ces agences auxquelles toutes les rédactions sont abonnées, envoyaient des dépêches sur des téléscripteurs. Il fallait découper ces dépêches. Il y en avait des tonnes et les accompagner dans les différents services de la rédaction, etc. Est arrivée l'informatique. Ça n'existait pas. Les ordinateurs, ça n'existait pas. Et aujourd'hui, tout ça est informatisé. Il n'y a plus besoin. Mais tout le monde gagne un temps fou avec ça. Ça a permis de gagner du temps. Mais ça n'a pas appauvri le métier de journaliste. Ça l'a enrichi, l'intelligence artificielle, de la même façon. Vous venez de le résumer, le journalisme a beaucoup évolué depuis ses débuts. La presse écrite, la radio, la télé, maintenant les réseaux sociaux et les plateformes de streaming. C'est quoi la prochaine étape pour vous ? Il y a déjà beaucoup de journalistes par rapport à ce que vous dites, et c'est une des étapes, les journalistes data aujourd'hui qui arrivent à recouper de l'information à travers les datas, qui arrivent à travers les datas à aller chercher de l'information. Cette étape-là, elle est primordiale, et je pense que on n'en est pas au début parce qu'on a déjà bien avancé sur les datas. D'ailleurs, à l'école de journalisme, on se forme. Il y a des journalistes data qui sortent de l'école de journalisme, mais je pense qu'on n'a pas fini d'explorer le monde de la data. Enfin, vous avez été interrogé lors d'un entretien accordé à Téléstar sur vos rêves de carrière en juin 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pas du tout. Alors, vous aviez Je me déclaré... souviens déjà pas de ce que j'ai fait hier. Donc, en juin 2000, non, je me souviens. À l'époque, vous aviez déclaré que vous aimeriez soit diriger les programmes d'une chaîne ou présenter un JT. Voilà. Alors, vous avez dirigé une chaîne. Est-ce que maintenant, vous voudriez présenter un JT ? Non, pas du tout. Non ? Non, ça m'est passé. Non, Totalement ? Ouais, ça m'est passé. Et en fait, pour dire la vérité, quand je me souviens pas de cette interview, mais je me souviens quand je parlais de programme d'une chaîne, je pensais pas à une chaîne info. C'est le hasard de mon parcours professionnel, et je suis trop heureux de diriger BFM depuis quasi 5 ans maintenant, mais je pensais d'une chaîne généraliste, en fait. Parce que quand on est patron d'une chaîne généraliste, on fait de l'info, les journaux, mais on fait aussi du divertissement. Et je pense que la palette créative est beaucoup plus large. Donc, quand j'avais ces rêves-là, aujourd'hui, ils me sont dépassés. Aujourd'hui, je rêve plus de ça. Mais je rêvais de ça parce que je trouvais que ça me correspondait bien dans l'étendue de ce que je crois savoir faire, ou en tout cas dans ce que j'avais envie de faire. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être à la tête d'une chaîne d'info, mais ça ne remplit pas totalement ce rêve-là. Ça en remplit une partie. Et ça vous manque quand même un peu l'animation ou pas ? Non, objectivement, je passe trop de temps ici pour avoir du temps pour être en manque de quoi que ce soit. En revanche, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et je me dis pas que je referai pas, mais je peux pas. Il y a pas un matin où je me lève où je me dis j'aimerais faire ça, ou je sais pas quoi, où je vois des gens le faire et je me dis j'aimerais être à leur place. Non, ce qui me manque
plus. J'ai fait beaucoup de radio. J'ai fait 3 ans à la matinale d'Europe 1. Avant ça, j'ai fait 5 ans à France Inter. Après ça, j'ai fait une interview quotidienne sur RTL pendant 3 ans. Puis ensuite, j'ai fait 7 ans le journal de 18h sur RTL. Le rapport à la radio me manque beaucoup. Ça, oui. Le rapport au micro, le rapport à l'auditeur. La radio me manque beaucoup. Mais pas l'animation en tant que telle, mais voilà, avoir un casque sur les oreilles, d'être dans un studio de radio et parler dans un micro, oui, ça me manque. Nous espérons que vous avez apprécié du coup cet échange. Ouais, il manque juste le casque parce que moi, quand je fais de la radio, je mets un casque. Et désolé, la prochaine fois, on vous l'apporte. La prochaine fois, on fait ça. On fait ça. Okay, ça vous va? Super. Écoutez, merci beaucoup, monsieur Marc-Olivier Fogiel. Monsieur étant trop. Oui, Marc-Olivier Fogiel, de nous avoir accordé cette interview. Et puis, au plaisir de vous revoir. Plaisir de vous voir, sur l'antenne d'une chaîne de télé ou de radio. Un jour peut-être. Qui sait? On ne sait jamais. Merci beaucoup, bonne soirée. Nous allons désormais parler du Club des Jeunes qui va nous être présenté par Madame Saman. Bonsoir Madame. Bonsoir Nicolas. Pourriez-vous pour commencer nous expliquer un peu en quoi consiste le Club des Jeunes? Le Club des Jeunes, c'est un club, il a été créé par une collègue qui s'appelle Julie Paquet en 2021. Et c'était aussi l'idée, si j'ai bien compris, parce que comme je viens d'arriver cette année, que chaque élève, quand il va créer, quand il a un projet, on peut dire cette petite graine qu'elle va naître, et après elle va grandir avec les jours. Et c'est ça, ces petits projets qu'elle va naître ici, elle va grandir avec lui après quand il sera... dans les études supérieures. Voilà, études supérieures, dans sa vie, voilà. Et donc l'idée, c'est de créer ces clubs. Alors, comment est-ce qu'on crée un club avec le club des jeunes? Exactement. On a fait une fiche de projet. On a envoyé aussi aux élèves au début de l'année par mail. Et on a eu pas mal de retours des projets proposés par les élèves qui étaient hyper sympas. Il y a quelques-unes qui ont été réalisées et les autres, malheureusement, on n'a pas pu les réaliser pour des raisons de sécurité ou des diplômes. Il fallait par exemple que ce projet sera, ou ce club, il aura un diplôme pour que ça sera retenu. Comme le club de rugby ou des muscu et tout. Et voilà. Et donc, quels clubs sont actuellement ouverts à La Roche? On a plusieurs clubs. On a, comme le club de journal du lycée, le vôtre, qui est tenu par Paul et Nicolas. Voilà. Et on a le club des jeux de plateau. Ouais. C'est un club aussi pour découvrir des nouveaux jeux de société et passer un moment agréable entre lycéens et collégiens. Tenu par Wyatt. Après, on a aussi le club qui était déjà aussi, s'appelle le club de jardinage Main Verte, qui est tenu par un groupe des élèves. Et aussi, on a reçu dernièrement un club de l'origami animé par Théophile. Voilà, l'origami, c'est un art japonais. Et pour terminer, il y a le club de couture, La Roche Couture, qui est en cours. Depuis le début de l'année, on essaie de le mettre en route. Et là, je pense qu'on va le relancer à nouveau. Parfait. Écoutez, merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à nos questions. De rien. Puis, n'hésitez pas à contacter madame Saman pour créer votre club. Super. Merci beaucoup, Nicolas et Paul, pour votre accueil. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. Nous accueillons désormais Madame Gérard, professeure de SES à La Rochefoucauld, qui va aujourd'hui éclairer davantage notre vision de ce qu'est l'information. Bonjour Madame. Bonjour Nicolas. Alors, pourriez-vous commencer par nous expliquer un peu comment bien s'informer, comment faire le tri entre les informations et vérifier leur validité? Alors, je vais vous dire que c'est une très bonne question et ça me ravit vraiment que les lycéens s'intéressent à ce sujet parce qu'on vit dans un monde, notamment depuis qu'Internet est entré dans notre quotidien, où on est submergé d'informations. Hein. Non seulement il n'y a plus besoin tellement d'aller la chercher, elle vient à nous. Et que, c'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'infobésité, et que ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc c'est primordial d'une part de savoir où chercher l'information et d'autre part, quand on la reçoit, de savoir la trier. Alors, déjà en préambule, je vais me permettre de revenir sur le métier d'enseignant puisque c'est un sujet qui est tellement important que vous l'avez traité au cours de votre scolarité. Hein. La semaine de la presse, ça existe depuis la maternelle. Hein. Je crois que
les enseignants en maternelle commencent. Vous l'avez traité, c'est un sujet que vous traitez régulièrement en EMC. Alors, pour ceux qui font des spécialités en SES, en histoire géopolitique, sciences politiques. Donc, c'est juste pour préciser le fait que c'est un sujet qui est pris très, très, très au sérieux par les pouvoirs publics parce que cette information, elle est même au cœur de notre système démocratique. Donc, pour les conseils, pour répondre plus précisément à votre question, pour aller chercher l'information, je sais qu'on vous dit souvent, il faut multiplier les sources. Alors, bon, moi, la première, c'est vrai qu'on n'a pas toujours du temps pour aller à droite, à gauche. Donc, le plus simple, me semble-t-il, c'est quand même d'aller directement chercher des sources que l'on connaît fiables, par des vrais journalistes, par des médias qui sont reconnus comme étant des sources fiables. Ça, c'est la première chose. Donc, des journalistes qui suivent un code de déontologie. Et puis aussi d'aller chercher dans des médias dont on connaît le modèle économique. On sait qu'ils ne sont pas sous la coupe d'un grand groupe, donc autrement dit sous la coupe du pouvoir économique, dont on sait qu'ils ne sont pas soumis à des aléas, des contraintes de revenus publicitaires. Autrement dit, il faut vendre. Donc, on sait qu'on aura plus facilement tendance à avoir de la presse un peu sensationnaliste. Donc voilà, c'est deux choses importantes. Aller chercher dans des sources fiables et puis être vigilant sur le modèle économique du média. Donc ça, c'est pour aller chercher l'information. Alors après, quand il s'agit d'aller recevoir l'information, c'est là où c'est plus difficile. Parce qu'on est dans l'immédiateté et on la reçoit. Bon, quelquefois, on est un peu étonné, quelquefois, on ne l'est pas. Et c'est là où il faut être vraiment vigilant parce qu'on a tous des biais. Déjà, on a notamment le biais, ce qu'on appelle le biais de confirmation, où naturellement, et ça concerne vraiment tout le monde, c'est pas les élèves, c'est pas les enfants, c'est toute la population, on a tendance à privilégier l'information qui nous convient, qui nous renforce dans nos croyances, et à minimiser celle qui les contredirait. Ce qui fait que ça demande un effort de prise de recul, ce fameux esprit critique qu'on vous demande d'avoir dans de nombreuses disciplines, et souci de se savoir donner du temps. L'information, c'est d'ailleurs une des problématiques de l'information actuellement, c'est qu'on est dans la course, il faut aller vite, il faut zapper, et quelquefois, il faut prendre le temps pour se poser les bonnes questions. Et là aussi, d'où ça vient cette information, qui est l'auteur, est-ce qu'il a un intérêt à diffuser cette information, et c'est là où il faut aller, faut prendre le temps d'aller chercher d'autres sources. Vous parliez de presse sensationnelle et donc de dérives économiques potentielles. Justement, comment est-ce qu'on peut préserver et protéger le journalisme de dérives telles que le journalisme jaune ? Alors, produire de l'information de qualité, il faut se dire que avant tout, c'est un métier. Alors, c'est là où on sait aussi qu'Internet a révolutionné le monde de l'information, c'est qu'avec un simple smartphone, tout le monde peut être pas être journaliste, mais tout le monde peut produire de l'information. Et produire de l'information de qualité, c'est un métier. Et donc, il y a des formations, des écoles de journalistes, et puis il y a un code de déontologie, ça c'est important, j'insiste, mais c'est important, tous les journalistes, ceux qui ont une carte de presse, ont signé ce code d'éthique et de déontologie. Et puis, il faut aussi se limiter dans la possibilité de prendre toutes les informations pour argent comptant. Donc, à mon avis, la meilleure façon de se protéger de ce journalisme jaune, on va peut-être expliquer un peu ce que vous entendez par journalisme jaune. Oui. Alors, journalisme jaune, c'est cette dérive qui a pris naissance, je crois, à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, notamment aux États-Unis, connue pour avoir déclenché la guerre hispano-américaine, qui, en fait, a pour but de vendre sur du papier des titres tape à l'œil, extravagants, forcément, qui sous-entendent des choses qui ne sont peut-être pas, pour vendre davantage. C'est ça. Donc, on parle souvent des tabloïds anglo-saxons. Alors, la meilleure façon de se protéger de ce type d'information, c'est de savoir où est-ce qu'on achète l'information. Et le modèle économique, c'est ce que je vous disais. Et d'ailleurs, on voit récemment, si on en parle beaucoup, mais je vais quand même en reparler, d'Elon Musk avec ex-Twitter, donc X, qui aurait parlé aussi de Vincent Bolloré. Ces grands, ces
ces détenteurs d'un pouvoir économique qui tentaient par avoir aussi étendre leur pouvoir sur l'information. Donc, il faut être vigilant, en fait. Il faut être vigilant et il faut aussi accepter de payer l'information pour avoir une information de qualité. Voilà, il faut être vigilant quand on voit un titre trop racoleur, trop sensationnaliste. Voilà, se dire, prendre ça avec un peu de recul. Vous parliez de pouvoir. Pourquoi dit-on que le journalisme est le quatrième pouvoir? Alors, le quatrième pouvoir, ça fait référence au principe démocratique de séparation des pouvoirs, avec les trois pouvoirs décrits par les penseurs de la démocratie, le pouvoir législatif, exécutif, judiciaire. Et en fait, ce quatrième pouvoir, on l'appelle le quatrième pouvoir parce qu'il est lié à la fois à la démocratie, parce que pour qu'il y ait véritablement démocratie, il faut qu'il y ait liberté de la presse, liberté d'expression et liberté de la presse. Et à la fois, c'est aussi parce qu'on est en démocratie qu'il existe, puisque dans les pays qui sont des démocraties illibérales ou dans des régimes carrément autoritaires, il n'y a pas de liberté de la presse, il n'y a pas d'expression d'opposition. Donc, ce quatrième pouvoir fait partie des démocraties et existe uniquement dans les démocraties parce qu'effectivement, régulièrement, les journalistes font leur métier d'enquête et vont dénoncer des affaires de corruption, des affaires de collusion, c'est-à-dire d'intérêts mélangés entre le pouvoir économique et le pouvoir politique. C'est essentiellement ça le rôle de la presse en tant que quatrième pouvoir. C'est d'alerter, dénoncer. Je pourrais vous citer des exemples. On peut reprendre Mediapart avec ses et le Monde avec les enquêtes sur les Panama Papers, les Lux Papers, enfin, voilà, qui montrent qu'il y a des situations soit de corruption, soit de collusion d'intérêts politiques et économiques. Le journalisme traditionnel est-il toujours aussi influent aujourd'hui, compte tenu de l'impact notamment des réseaux sociaux dont vous avez évoqué tout à l'heure le rôle? Est-ce qu'il est toujours aussi influent? Vraisemblablement non. Quand je dis vraisemblablement, c'est sûr que non. D'abord parce qu'il y a eu... alors, l'âge d'or de la presse, c'est la Belle Époque, c'est la fin du 19e siècle, où la presse a connu un essor terrible, associé à une amélioration de l'alphabétisation des populations. Donc voilà, il y avait cette envie de connaître. Et puis petit à petit, il y a eu une défiance qui s'est installée vis-à-vis... alors, elle est double, cette défiance. Elle est à la fois vis-à-vis des détenteurs du pouvoir politique et vis-à-vis des médias qui sont souvent accusés justement de connivence, de faire trop le jeu du pouvoir politique. Alors, est-ce que c'est rationnel? Je ne le pense pas. En tout cas, c'est sûr qu'il n'a plus la même influence et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des personnes qui s'informent essentiellement par les réseaux sociaux ou qui vont privilégier les informations, les chaînes d'information ou les radios d'information continue qui, même si c'est fait par des journalistes, quelquefois, il n'y a pas justement suffisamment ce recul. Une information, c'est un fait et c'est un traitement. Un fait, vous savez, ça dépend comment on le regarde. Il y a les fameux effets de cadrage. Donc, il faut prendre du temps pour réfléchir, pour remettre l'information dans son contexte et puis pour pouvoir l'analyser. Donc, nous, pour répondre à votre question, non, la presse, les médias n'ont plus la même influence qu'ils ont aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu et ces médias qui ont un modèle économique, qui vivent de la publicité ou qui sont sous la coupe d'un détenteur du pouvoir économique. Vous parliez de démocratie, de séparation des pouvoirs. Quelles sont les lois en France qui protègent la liberté de la presse? Alors, d'abord, les libertés fondamentales inscrites dans la Constitution. Et puis, on a cette fameuse loi, quelquefois on voit une loi de 1881, défense d'afficher. Bon, c'est avant tout une loi qui avait pour objectif qui a permis de libéraliser la presse dans la mesure où il n'y a plus besoin d'autorisation préalable. Néanmoins, il y a toujours la responsabilité de l'éditeur. L'éditeur reste toujours responsable. Alors, sans rentrer dans le détail, ce qu'il faut retenir, c'est que
les éditeurs, depuis cette loi de 1881, ne sont plus soumis à un contrôle a priori, c'est la censure, mais qu'ils restent responsables quand même de leurs écrits. Ils doivent s'assurer de la véracité. Enfin, diffuser des fausses informations, faire de la diffamation, ça reste... c'est pas possible non plus pour les médias, c'est pas possible pour les individus, et ce n'est pas non plus autorisé pour les médias. Les journalistes, alors, il y a la charte toujours, mais il y a aussi cette loi de 1881 qui interdit formellement la diffusion de fausses informations. On vient de traiter du cas français. Est-ce qu'au niveau international, il y a une législation qui protège les libertés de la presse ? Alors, il n'y a pas de législation internationale. Il y a donc ce fameux code de déontologie, mais je peux quand même vous citer, tous les ans, il y a la journée de la presse qui a lieu le 3 mai. Et là, cette année, il y a M. Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU. Là, je vais vous lire, qui a dit « La liberté de la presse est le fondement même de la démocratie et de la justice. Grâce à elle, nous disposons de tous les faits dont nous avons besoin pour façonner notre opinion et dire la vérité aux détenteurs du pouvoir. Mais aux 4 coins du monde, la liberté de la presse est attaquée. » Donc, non, il n'y a pas de législation internationale, ça reste la souveraineté des pays. Alors, je peux aussi vous citer les chiffres qui sont publiés par Reporters sans frontières qui agit donc pour la liberté de la presse dans le monde et qui, tous les ans, publie un triste bilan du nombre de journalistes qui sont tués dans le cadre de leur mission. Alors, tués soit lors des conflits armés, mais aussi assassinés. Et c'est la moyenne, c'est à peu près 80 journalistes par an. Alors évidemment, là, avec ce qui se passe au Proche-Orient, ça va augmenter, mais c'est 2003-2022, c'est plus de 80 journalistes qui sont tués dans le cadre de leur fonction. Ce que je peux quand même vous dire, c'est qu'en France, si on se réfère à l'indice de démocratie publié par The Economist, donc tous les ans, il publie, il y a à peu près 60 critères, et la France est classée dans les démocraties imparfaites. Parce qu'il n'y a pas assez de participation, les Français ne participent pas assez aux élections, mais aussi parce qu'il y a trop de proximité entre le pouvoir économique et les médias. Et comment est-ce qu'on peut donc lutter contre ça, améliorer la situation ? Alors, l'éducation aux médias est prioritaire, l'éducation à la citoyenneté, et je vous dis le fait d'insister sur le fait que l'information de qualité, elle a un prix, elle a une valeur, elle a un prix et qu'il faut accepter de payer l'information pour soutenir la presse indépendante et ne pas tomber, parce que la presse reste un 4e pouvoir. Écoutez, merci beaucoup madame pour toutes ces informations et nous espérons vous avoir une prochaine fois dans notre émission. Avec plaisir. Au revoir madame. Au revoir. C'est maintenant l'heure de la chronique Actualité internationale. États-Unis. Le Congrès ouvre une enquête en destitution visant Joe Biden. Motivé par les affaires controversées du fils du démocrate, le Congrès des États-Unis a approuvé mercredi l'ouverture formelle d'une enquête en destitution du président américain. Même s'il a peu de chances d'aboutir, Joe Biden a fustigé une combine politique sans fondement des républicains. Finlande. Les États-Unis vont avoir accès à 15 bases militaires finlandaises. Le pays va signer lundi un accord de défense qui permettra aux États-Unis d'utiliser 15 de ces bases militaires, a annoncé vendredi le ministère de la Défense finlandaise. Russie. L'absence de nouvelles de l'opposant politique russe Alexei Navalny, qui a été extrait de sa prison pour être emmené vers une destination inconnue, est très préoccupante, a jugé vendredi le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères français. Europe. Les dirigeants de l'Union européenne se sont convenus jeudi en sommet d'ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie et de conférer à la Géorgie le statut de candidat. Il s'agit d'un moment historique pour l'Europe, a écrit le département d'État américain dans un communiqué. Notre émission touche maintenant à sa fin. Retrouvez-la très vite en podcast sur toutes les plateformes et sur notre site. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à notre chaîne YouTube et à notre compte Instagram. Un grand merci à Madame Saman, Madame Gérard et à Monsieur Fogiel d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Cette émission vous a été proposée par Paul Saillant et Nicolas Rossio-Fournel. Nous vous souhaitons une bonne soirée.